Canada est une dictature qui contrôle les médias. Catégorie article média création. Samedi 30 mai 2020, 23h12 publication. Samedi 30 mai 2020, 23h12. Email. Vous ne regarderez plus jamais les médias, journalistes et politiciens de la même façon en lisant cet article. Les médias continuent de vous mentir et vous cachent un des plus gros procès que l'avocat réputé en cause constitutionnalisme Rocco Galati a gagné contre la Banque du Canada. Un des procès les plus importants qui est passé sous silence à cause de la dictature par le gouvernement canadien. Le Comité pour la réforme économique et monétaire du Canada a gagné, dans un silence médiatique assourdissant, son procès contre la Banque du Canada. L'avocat de ce collectif de résistance a prouvé que la banque était contrôlée par des banques privées depuis 1974 et l'a fait condamner de manière à ce qu'elle soit désormais au service du pays. En 1974, Pierre Elliott Trudeau a vendu le pays aux banques privées. En 2011, Galati monte un dossier contre le gouvernement du Canada afin que la Banque du Canada redevienne le prêteur du gouvernement. Rocco Galati et Comé accusent la Banque centrale canadienne d'emprunter aux banques privées et de ne plus avoir recours aux prêts à faible taux d'intérêt. Il s'agit donc avec ce dossier d'une bataille juridique d'une importance majeure, aussi bien pour les gouvernements fédéral et provincial que pour les contribuables canadiens. Le 26 janvier 2015, les juges de la Cour suprême ont plaidé en faveur des plaintifs, le Comé et Rocco Galati, obligeant par là même le gouvernement canadien à fournir des preuves substantielles sur le sujet. Si la poursuite de Rocco Galati et du Comé réclamait de prime abord $1 par citoyen canadien, en tant que recours collectif, la Cour a par la suite suggéré à l'avocat constitutionnel d'abandonner cette partie du procès afin de se concentrer uniquement sur la question constitutionnelle, notamment les questions de respect du processus budgétaire. Le 13 mai 2015, le gouvernement canadien a indiqué au comité qu'il irait en appel contre la décision de la Cour. Rocco Galati a une nouvelle fois remporté son dossier. Le procès intenté contre la Banque du Canada l'accuse de détourner sa mission première et de porter préjudice aux citoyens canadiens. Retour sur une bataille historique passée sous silence par les principaux médias québécois. Ce qui est pathétique dans cette histoire, c'est qu'il y a plusieurs politiciens qui ont été contactés, aucun n'a parlé de ce procès, qui pourtant est historique. Si vous pensez que les politiciens ont toujours à cœur votre bien-être, c'est que vous êtes bon pour la maison des fous. Peu importe le politicien travaille pour le politicien. Ça démontre hors de tout doute que tous les médias ont été achetés par le gouvernement. Nos braves journalistes, ceux qui sont censés représenter l'objectivité, mais surtout l'information. Voici la liste de tous les courriels envoyés en 2015 aux médias, journalistes, ministres ont reçu le même courriel sur la cause gagnée par Rocco Galati. Le journaliste recueille des informations, les vérifie et les rend accessibles au public. Isabelle.haché@lapresse.ca, jedécarie@lapresse.ca, André Pratt, éditorialiste en chef de la presse, Ariane Kroll, Chantal.guy@lapresse.ca, Christiane Clermont, La Presse, Émilie Côté, La Presse, Baril@lapresse.ca, Hervé Kampf, reporter.net, hugo.dumas@lapresse.ca, info@lojournal.nf ou d'internet Le Devoir. Jebegène@lapresse.ca, jlachap@lapresse.ca, laura-julie.perrault@lapresse.ca, Lisiane Gagnon, La Presse, marie.allard@lapresse.ca, Mario Roy, La Presse. Mathieu.perrault@lapresse.ca, macassivi@lapresse.ca, macroto@lapresse.ca, Michel Ouimet, La Presse, mlorty@lapresse.ca, Nathalie Collard, La Presse, pierre.foglia@lapresse.ca, purenet@lapresse.ca, plagas@lapresse.ca, Québec solidaire, redaction@ledevoir.com, redaction@lequotidien.com, redaction@lesoleil.com, rima.elcoury@lapresse.ca, de salle de nouvelles, rédaction, Stéphanie Morin, La Presse, Tommy.chouinard@lapresse.ca, Tristan.peloquin@lapresse.ca, Vincent.marissal@lapresse.ca, Yves.boisvert@lapresse.ca, Le Droit, Patrick Duquette, Le Droit, Vlessard, Le Soleil, Gilbert Lavoie de La Tribune, Isabelle Pion de La Tribune, Jean-François Gagnon de La Tribune, Jonathan Custeau de La Voix de l'Est, Karine Blanchard de La Voix de l'Est, Maxime Massé de Le Droit, Clamontagne, Le Droit, Thériault, Le Droit,
Dalmelin le droit, FP Dufault le droit, GST Pierre le droit, Jean Gagnon. Éditorialiste en chef, le droit, Gif Dugas le droit, Je la flamme le droit, Je Mercier le droit, Jobloin le droit, Ma Blanger le droit, Marc Brassard le droit, Ma Comtois le droit, Nouvelle le droit, Caboury le droit, Pierre Bergeron le droit, Gauthier le droit, Scrémit le droit, Stlaur le droit, Ibergera le soleil, Brigitte Breton, Simon Gagné, Le Soleil Tribune, René-Charles Quirion, Valérie Gaudreau, Le Soleil Hervé Kampf, Reporter.net, Julie Levesque, crcjulie@yahoo.ca, Maja, Global Research, crg.online@yahoo.com, Micheline Ladouceur, Mondialisation. CA, crm-crg@yahoo.com, Michel-Chosudowski, Préditor@yahoo.com, José Blanchette, Le Devoir, Cherejoblot@ledevoir.com, Maria Mourani, Mourama@parle.gc.ca, Nathalie Roy, Noir-mota@asna.qc.ca, Richard Lehir, Paul Hélier, tellier@gmail.com, fellier@sympathico.ca, Richard Martineau, les 7 du bec@gmail. Comme les 7 du bec@gmail.com, cc. Bernard Drainville, Bureau de comté, bernard@bernardrainville.org, Bernard Drainville, député de Marie-Victorin, bernard.drainville.mavie@asna.qc.ca. Alain Terriante, Alexandre Cloutier, André Villeneuve, Carole Poirier, Dave Turcotte, Diane Lamarre, François Gendron, Gaëtan Lelièvre, Guy Leclerc, Harold Lebel, Jean-François Lisée, Lorraine Richard, Macacoto, Marjolin Dufour, Martine Houlet, Mathieu Traversy, Nicolas Marceau, Nicole Léger, Pascal Bérubé, Stéphane Bédard, Stéphane Bergeron, Sylvain Roy, Véronique Yvon, Guy Ouellette, Parti libéral, QC Hélène David, Parti libéral, QC Karine Vallière, Parti libéral, QC de Kathleen Way, Parti libéral, QC de Luc Fortin, Parti libéral de Marie-Claude Nichols, Parti libéral, QC de Nancy Sheridan, candidate investirure, Parti libéral, QC. Très peu de médias québécois se sont intéressés à cette action en justice qui pourrait bien bouleverser le système financier canadien. Si le Huffington Post Québec et le site d'information indépendant 99% Médias ont publié quelques articles sur le sujet au cours des dernières années, les principaux médias canadiens tels que Radio-Canada et la presse n'ont publié aucun article sur le sujet depuis 2011. Radio-Canada a rendu public le 4 août 2015, Pierre Tourangeau répond aux plaintes émises par certains lecteurs concernant l'absence de couverture médiatique du procès de M. Rocco Galati. L'Ombudsman explique pourquoi. Les journalistes et responsables éditoriaux d'ici Radio-Canada ont jugé que le sujet, parmi tous ceux sur lesquels ils doivent choisir au quotidien, n'était pas suffisamment d'intérêt public pour qu'on en parle. Cette bataille juridique représente pourtant un changement majeur dans la politique financière et le système financier canadien. Voici en photo ceux et celles qui ont gardé le silence sur une des causes les plus populaires au Canada. C'est surtout une cause gagnée pour le peuple, mais c'est la preuve que les journalistes et politiciens ne représentent pas le peuple. Vous allez découvrir de vrais journalistes et de faux politiciens. C'est toujours important de voir à quoi des visages de la honte peuvent ressembler. Isabelle.haché@lapresse.ca, Jedescaries@lapresse.ca, André Pratt La Presse, Ariane Kroll La Presse, Chantal.guy@lapresse.ca Journal, Christiane Clermont journaliste La Presse, Émilie Côté journaliste La Presse, Baril@lapresse.ca journaliste à la section économique de La Presse, Hervé Kampf, journaliste et écrivain français reporter.net, Hugo.dumas@lapresse.ca, Jebegène@lapresse.ca, Jlachappe@lapresse.ca, Laura-Julie.perrault@lapresse.ca, Lisiane Gagnon, Marie.allard@lapresse.ca, Mario Roy, Mathieu.perrault@lapresse.ca, Macassivi@lapresse.ca, Macroto@lapresse.ca, Michel Ouimet journaliste La Presse, Mlorty@lapresse.ca, Nathalie Collard journaliste La Presse, Pierre.foglia@lapresse.ca,
Piournet@lapresse.ca. Plagas@lapresse.ca. Redaction@ledevoir.com. Redaction@lequotidien.com. Redaction@lesoleil.com. Rima.elcoury@lapresse.ca. Journaliste La Presse. Stéphanie Morin La Presse. Tommy.chouinard@lapresse.ca. Tristan.peloquin@lapresse.ca. Vincent.marissal@lapresse.ca. Québec solidaire, journaliste en 2015, La Presse. Yves.boisvert@lapresse.ca. Journaliste La Presse, Radio-Canada. Patrick Duquette, journaliste Le Droit. Vlessard, journaliste Le Droit. Gilbert Lavoie, journaliste Le Soleil. Isabelle Pion, journaliste La Tribune. Jean-François Gagnon. Jonathan Custeau. Karine Blanchard, journaliste La Voix de l'Est. Maxime Massé, journaliste La Voix de l'Est. Catherine Lamontagne, journaliste Le Droit. Charles Thériault, journaliste Le Droit. F. Pédufaut, Le Droit, Radio-Canada. Guillaume Saint-Pierre, journaliste Le Droit, Agence QMI. Jean Gagnon, éditorialiste en chef, Le Droit. Jean-François Dugas, journaliste Le Droit. Jlaflamme de Le Droit. Justine Mercier, journaliste Le Droit. Jebloin, journaliste Le Droit. Mathieu Bélanger, journaliste Le Droit. Macontois, journaliste Le Droit. Paul Gaboury, rédacteur Le Droit. Pierre Bergeron, éditorialiste et président-éditeur Le Droit décoré de l'Ordre du Canada. Gauthier. Simon Crémer, journaliste Le Droit. Francine Saint-Laurent, journaliste Le Droit, Le Soleil et mécène. Brigitte Breton, journaliste Le Soleil. Simon Gagné, journaliste Le Soleil. René-Charles Quirion, journaliste La Tribune, La Presse, Le Droit. Valérie Gaudreau, journaliste Le Soleil. José Blanchette, journaliste Le Devoir. Politiciens et autres. Maria Mourani, mourama@parle.gc.ca. Nathalie Roy, noix-mota@asna.qc.ca. Fellier@sympathico.ca. Richard Martineau. Bernard Drainville, bureau de comté, bernard@bernarddrinville.org. Alain Thérian. Alexandre Cloutier. André Villeneuve. Carole Poirier. Dave Turcotte. Diane Lamarre. François Gendron. Gaëtan Lelièvre. Guy Leclerc. Harold Lebel. Jean-François Lisée. Lorraine Richard. Macacoto. Marjolin Dufour. Martine Houlet. Mathieu Traversy. Nicolas Marceau. Nicole Léger. Pascal Bérubé. Stéphane Bédard. Stéphane Bergeron. Sylvain Roy. Véronique Yvon. Guy Ouellette, Parti libéral, QC. Hélène David, Parti libéral, QC. Karine Vallière, Parti libéral, QC. Kathleen Way, Parti libéral, QC. Luc Fortin, Parti libéral. Marie-Claude Nichols, Parti libéral, QC. Nancy Sheridan, candidate à investiture, Parti libéral. Introduction. 1. Il s'agit d'un nouveau recours collectif proposé. Il vise essentiellement à obliger les défendeurs, la Couronne, à se conformer à la loi sur la Banque du Canada, une loi sur les banques, et à prendre certaines mesures concernant la politique monétaire au Canada. Cette procédure allègue des torts d'abdication d'actions statutaires et constitutionnelles et une violation de tous les droits des citoyens canadiens en vertu de diverses lois et de la Charte des droits et libertés, la Charte 2. 2. Le demandeur, le Comité pour la réforme monétaire et économique, COMÉ, est décrit dans la déclaration modifiée, revendication, comme un groupe de réflexion économique basé à Toronto, fondé en 1970 et dédié à la recherche monétaire et économique. Réforme des politiques au Canada. Les demandeurs individuels sont membres de COMÉ qui ont un intérêt dans la politique économique, collectivement,
Les demandeurs sont appelés commis. 3. La réclamation vise de nombreuses déclarations relatives aux mesures à prendre par la Banque du Canada et le ministre des Finances. La réclamation allègue également un complot et une conduite délictuelle de la Couronne pour nuire aux Canadiens en général, pour lesquels des dommages-intérêts de 10 000 $ par demandeur et de 1 $ par citoyen canadien sont réclamés. La Couronne a présenté cette requête en radiation de la revendication. Les motifs allégués sont les suivants. La réclamation ne divulgue pas une cause d'action raisonnable contre les défendeurs ou l'un d'entre eux. 2. La réclamation est scandaleuse, frivole ou vexatoire. 3. La réclamation est un abus de procédure de la Cour. 4. La réclamation ne divulgue pas des faits qui montreraient que l'action ou l'inaction des défendeurs, ou de l'un d'entre eux, pourrait entraîner une violation des droits des demandeurs en vertu de la Charte des droits et libertés ou de la Constitution du Canada. Vive le lien de causalité entre l'action ou l'inaction présumée des défendeurs ou de l'un d'entre eux, et la prétendue violation des droits des demandeurs est trop incertaine, spéculative et hypothétique pour soutenir une cause d'action. 6. La réclamation vise à statuer sur des questions qui ne sont pas justiciables. 7. La réclamation concerne des questions ne relevant pas de la compétence de la Cour fédérale. 8. Les demandeurs, ou l'un d'entre eux, n'ont pas qualité pour présenter la réclamation de plein droit et, en outre, les demandeurs, ou l'un d'entre eux, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour l'octroi de la qualité d'intérêt public. La demande. 5. Les éléments essentiels de la réclamation de commis peuvent être réduits en 3 parties. 1. La Banque du Canada, la Banque et la Couronne refusent d'accorder des prêts sans intérêt pour les dépenses en capital. 2. La Couronne utilise des méthodes comptables erronées pour décrire les finances publiques, ce qui justifie le refus d'accorder de tels prêts. 3. Ces dommages et d'autres sont causés par le contrôle de la Banque par des intérêts étrangers privés. 6. Chacune des allégations ci-dessous concerne au moins une de ces allégations plaidées. 7. Sur requête en radiation, les allégations contenues dans une déclaration sont acceptées comme étant vraies. 3. 8. La question à trancher est de savoir si la réclamation est si viciée qu'elle est dénuée de toute chance de succès et doit donc être radiée. Réclamation légale. Réclamation en vertu de la loi sur les banques. 9. Les causes d'action invoquées concernent principalement 3 paragraphes de la loi sur les banques. 18. La banque peut consentir des prêts ou des avances pour des périodes n'excédant pas 6 mois au gouvernement du Canada ou au gouvernement d'une province sur la prise de garantie de titres facilement négociables émis ou garantis par le Canada ou toute province. Consentir des prêts au gouvernement du Canada ou au gouvernement d'une province, mais ces prêts en cours à un moment donné ne doivent pas, dans le cas du gouvernement du Canada, dépasser le tiers des revenus estimatifs du gouvernement du Canada pour son exercice et ne doit pas, dans le cas d'un gouvernement provincial, dépasser le quart des revenus estimatifs de ce gouvernement pour son exercice. Et ces prêts doivent être remboursés avant la fin du premier trimestre suivant la fin de l'exercice. Année du gouvernement qui a contracté le prêt. Ouvrir des comptes dans une banque centrale de tout autre pays ou à la Banque des règlements internationaux, accepter des dépôts des banques centrales d'autres pays, de la Banque des règlements internationaux, du Fonds monétaire international, de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et de toute autre organisation financière internationale officielle, agir en tant qu'agent ou mandataire, ou dépositaire ou correspondant pour l'une de ces banques, organisations, et payer des intérêts sur l'un de ces dépôts. 10. Commet allègue que la Banque et d'autres acteurs de la Couronne n'ont pas respecté les exigences des paragraphes 18, I et J, qu'il interprète comme obligeant la Banque et le ministre des Finances à consentir des prêts sans intérêt pour les buts des dépenses en capital humain, municipal, provincial et fédéral. 4. Le seul cas individuel de refus de crédit semble être le 18 août 2004, décision du ministre des Finances de refuser un prêt à la ville de Lakeshore, Ontario 5.
11 prétend également que le fait que la Couronne n'ait pas rendu public les procès-verbaux des réunions entre le gouverneur de la Banque et les autres gouverneurs des banques centrales viole l'article 24 de la loi sur les banques en tant qu'agent financier du gouvernement du Canada, et est inconstitutionnel pour des raisons non précisées. En outre, 10 allègue que la Banque et d'autres acteurs de la Couronne n'ont pas respecté les exigences des paragraphes 18 I et J, qu'il interprète comme obligeant la Banque et le ministre des Finances à consentir des prêts sans intérêt pour les buts des dépenses en capital humain, municipal, provincial et fédéral. 4. Le seul cas individuel de refus de crédit semble être le 18 août 2004, décision du ministre des Finances de refuser un prêt à la ville de Lakeshore, Ontario 5. 11 prétend également que le fait que la Couronne n'ait pas rendu public les procès-verbaux des réunions entre le gouverneur de la Banque et les autres gouverneurs des banques centrales viole l'article 24 de la loi sur les banques en tant qu'agent financier du gouvernement du Canada, et est inconstitutionnel pour des raisons non précisées. En outre, le fait que le ministre des Finances n'ait pas exercé un contrôle approprié sur la Banque constitue une violation de l'article 14, consultation publique. 6. 12. Il plaide en outre que le fait que la politique monétaire de la Banque soit dictée par des banques étrangères privées et des intérêts financiers est donc contraire à des parties non spécifiées de la loi sur les banques. 7. Loi constitutionnelle de 1867 revendication. 13. Les demandeurs allèguent que l'autorisation des réunions secrètes décrites ci-dessus, en adoptant le paragraphe 18 M de la loi sur les banques, viole les paragraphes 91 1A dette publique, 91 3 fiscalité, 91 14 monnaie, 91 15 banque, 91 16 caisse d'épargne, 91 18 lettres de change et 91 20 cours légales de la loi constitutionnelle de 1867-8. 14 allègue que les méthodes comptables contestées de ne pas énumérer les revenus perçus avant le retour des crédits d'impôt violent le paragraphe 91 5. 9. 15 affirme en outre que le paragraphe 18 M de la loi sur les banques, qui autorise la Banque à ouvrir des comptes dans les banques centrales d'autres pays et les organisations financières internationales, est inconstitutionnel. 10. Réclamation fondée sur la Charte. 16 allègue que les préjudices décrits dans la réclamation constituent des violations des articles 7 vie, liberté et sécurité de la personne, 15 égalité et 36 péréquation de la loi de 1982-11. Ils soutiennent également que le fait de ne pas accorder de prêts sans intérêt aux provinces viole la garantie constitutionnelle de péréquation prévue à l'article 36-12. Allégations découlant de principes constitutionnels non écrits. 17 allègue que les préjudices découlant de l'absence de prêts sans intérêt sont des violations du droit fondamental à l'égalité, du principe constitutionnel sous-jacent du fédéralisme et du droit constitutionnel de ne pas rendre les lois impuissantes 13. 18 Les méthodes comptables contestées enfreindraient le principe constitutionnel selon lequel la Couronne ne peut imposer des taxes sur les dépenses énoncées dans le discours du trône qu'avec le consentement de la Chambre des communes 14. 19 Il est également allégué que l'article 30.1 de la loi sur les banques est inconstitutionnel s'il est interprété comme excluant le contrôle judiciaire, fondé sur le droit constitutionnel au contrôle judiciaire 15. 20 allègue que le refus du ministre des Finances de prêter à la ville de Lakeshore a violé une obligation constitutionnelle non spécifiée 16. Réclamation délictuelle. 21 La Couronne et certaines organisations intergouvernementales, comme le prétend la revendication, se livrent à une conduite délictuelle de complot en concluant une entente sur l'utilisation de moyens illégaux pour causer des blessures à Comey et à tous les autres Canadiens 17. Position des partis. 22 Les partis ont déposé des observations écrites détaillées et une jurisprudence à l'appui de leurs positions respectives. Ces observations portaient sur la question prépondérante de la présente requête, celle de savoir si les diverses causes d'action alléguées étaient dépourvues de toute chance de succès et devaient donc être radiées. Position de la Couronne. 23 Essentiellement, le ministère public soutient qu'il n'y a pas de cause d'action raisonnable établie parce que les éléments requis des causes d'action n'ont pas été invoqués. Il ne s'agit pas d'une attaque contre la possibilité que l'une des causes d'action soit justiciable, mais simplement parce qu'elle manque de la précision ou de la précision nécessaire pour étayer de telles allégations.
24. En ce qui concerne le délit de mauvaise conduite dans la fonction publique, le ministère public soutient que les éléments du délit n'ont pas été plaidés. Il est indispensable que le comportement délictueux des agents publics soit délibéré et illégal. Ils doivent avoir été conscients de cette illégalité et doivent être identifiés. 18. 25. La revendication se réfère uniquement à l'état d'esprit des fonctionnaires contestés comme étant consciemment et ou involontairement à des degrés divers de connaissance et d'intention. L'identité des individus qui auraient commis ce délit civil n'est pas plaidée. Par conséquent, le ministère public soutient que Comé n'a pas satisfait à cet élément requis. 26. En ce qui concerne l'allégation de violation de la loi, le ministère public soutient qu'il n'y a pas de délit de violation de la loi 19 et le recours pour violation de la loi et le contrôle judiciaire. En tout état de cause, la législation prétendument enfreinte est permissive et n'oblige aucun fonctionnaire à prendre des mesures. 27. De même, le ministère public soutient que les faits importants n'ont pas été plaidés relativement au délit de complot. Un accord entre deux ou plusieurs personnes, ainsi qu'une intention, est nécessaire pour établir ce délit. La réclamation ne divulgue pas l'identité des responsables présumés avoir adopté une telle conduite, le type d'accord conclu et les autres détails nécessaires. 28. L'allégation de Comé selon laquelle le processus budgétaire fédéral viole le paragraphe 91, 5 ou 6 de la loi constitutionnelle de 1867 ne révèle aucune cause d'action raisonnable parce que ces paragraphes sont simplement des catégories de sujets relevant de la compétence législative fédérale et n'imposent aucune obligation. La loi sur les banques prévoit qu'aucune action ne peut être engagée contre des agents publics pour tout acte accompli de bonne foi en vertu de la loi sur les banques. 29. Le ministère public soutient que la charte n'est pas engagée. La réclamation ne divulgue pas de faits importants montrant un lien de causalité entre l'une quelconque des actions de la couronne et les violations alléguées de la charte, car l'action de l'État est un élément nécessaire d'une violation de l'article 7 de la charte. Par exemple, il n'y a pas de droit constitutionnel indépendant aux soins de santé. 20. Comé allègue qu'il n'y a pas de traitement différencié sur la base d'un motif énuméré ou analogue en vertu de l'article 15 de la Charte. 30. Le ministère public soutient en outre que la réclamation de Comé ne relève pas de la compétence de la Cour, car elle ne satisfait pas aux critères en 3 volets énoncés dans Zito International Terminal Operator LTD MIDA Electronics INC 21 dans Zito. La Cour suprême a examiné la compétence de la Cour fédérale dans le contexte d'une action en amirauté. La Cour suprême a déterminé que la compétence de la Cour fédérale dépend de 3 facteurs. 1. Le Parlement fédéral doit légalement attribuer sa compétence. 2. Il doit exister un ensemble de lois fédérales qui sont essentielles pour le règlement de l'affaire et qui nourrissent l'octroi statutaire de compétences. 3. La loi sur laquelle se fonde la cause doit être une loi du Canada, selon l'expression utilisée à l'art. 101 de la loi constitutionnelle de 1867, page 766. 31. La Couronne fait valoir que les réclamations contre la Banque échouent à la première étape puisque la loi sur les cours fédérales 22 n'accorde pas compétence aux sociétés statutaires agissant au nom de la Couronne 23. Les ministres de la Couronne ne peuvent être personnellement poursuivis pour avoir agi à titre représentatif, bien que la Couronne admette qu'elle serait responsable du fait d'autrui pour leurs actions officielles en vertu de la loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif 24. 32. Aux deuxième et troisième étapes du critère de Lito, le ministère public soutient que les éléments délictuels de la réclamation n'ont pas de corpus législatif fédéral existant qui alimente l'octroi de compétences par la loi. Le corpus législatif existant doit être un cadre législatif détaillé, tandis que les délits de complot et de mauvaise conduite dans la fonction publique restent des émanations du droit provincial. Les violations alléguées de la Charte ne sont pas suffisantes pour fonder la demande dans une loi du Canada, comme l'exige la 3e étape du test de Lito. 33. Le ministère public soutient également que Comé n'a pas qualité pour agir. Ils ne jouissent pas d'un statut d'intérêt privé car il n'y a eu ni ingérence dans un droit privé ni dommage qui leur soit propre du fait d'une ingérence dans un droit public. À son tour, Comé n'a pas d'intérêt public parce que la procédure alternative d'un contrôle judiciaire introduit par les parties directement concernées est disponible. 34. Enfin, le ministère public soutient que la demande n'est pas justiciable.
L'objet des politiques monétaires et financières ne peut être déterminé par un tribunal. Il n'existe aucun critère juridique objectif permettant d'évaluer la réclamation de commis. L'arbitrage judiciaire n'est pas approprié étant donné que l'élaboration des politiques économiques relève du gouvernement. Position de commis. 35 commis soutient que le seuil élevé de radiation de la réclamation n'a pas été atteint. 36 La réclamation pour méfait dans la fonction publique telle qu'elle est alléguée dans la réclamation a été correctement plaidée et elle est donc plaidée par commis. Autrement dit, les acteurs de la couronne refusent sciemment ou volontairement de donner effet à la loi sur les banques. Commis plaide que ni le Parlement ni l'exécutif ne peuvent renoncer à leur devoir de gouverner. En ce qui concerne l'allégation de complot, commis fait valoir que chaque individu n'a pas besoin d'être nommé, car il y a souvent des complices inconnus. 37 commis, pour ces diverses raisons, soutient qu'il n'est pas clair et évident que le paragraphe 91, 6 de la loi constitutionnelle de 1867 n'impose pas de devoir et que, indépendamment du fait qu'il existe un devoir constitutionnel indépendant de décrire toutes les recettes et dépenses. Commis allègue que les articles 53, entre 54 et 90 de la loi constitutionnelle de 1867 exigent que toutes les dispositions fiscales doivent émaner du Parlement. 38 En ce qui concerne les allégations fondées sur la charte, commis soutient que la disponibilité des soins de santé a été déterminée comme constituant un intérêt en vertu de l'article 7 dans Shaolis et Québec, procureur général, 25 et que la réduction des autres services gouvernementaux met la vie en danger. Aucun groupe de comparaison n'est nécessaire pour une réclamation en vertu de l'article 15 et la réclamation des demandeurs fait intervenir la notion d'égalité réelle. 39 En ce qui concerne la compétence de la Cour fédérale pour connaître de la réclamation, commis soutient que notre Cour a compétence pour émettre des déclarations concernant des lois telles que la loi sur les banques, ainsi que la compétence sur les acteurs publics fédéraux, les tribunaux et les ministres de la Couronne. Commis soutient qu'ils ont un intérêt privé à faire valoir les droits violés à l'égard de ces acteurs fédéraux et, à titre subsidiaire, qu'ils ont un intérêt public. Commis soutient que le simple fait qu'un sujet traite de questions socio-économiques ne signifie pas qu'il n'est pas justiciable, comme en témoigne la vaste jurisprudence du fédéralisme concernant les banques et le commerce. 40 La doctrine des questions politiques ne peut être utilisée pour empêcher l'arbitrage des droits constitutionnels et statutaires. La justiciabilité ne doit pas être confondue avec la force exécutoire. Une affaire peut être justiciable même si seule une mesure déclaratoire est disponible à titre de réparation. Discussion. 41 Contre ces positions concurrentes, il faut se rappeler que le test de grève d'une action est élevé. L'action doit être privée de toute chance de succès et, comme indiqué ci-dessus, juste parce que c'est une nouvelle cause d'action, elle n'échoue pas automatiquement. 26. 42 La Cour suprême du Canada a récemment résumé les principes à appliquer lors d'une requête en radiation. Dans R, c'est Imperial Tobacco Canada Ltd. 27, le juge en chef, au nom de la Cour, a formulé les observations suivantes concernant une requête en radiation. 17. Les parties conviennent du critère applicable à une requête en radiation pour ne pas avoir divulgué une cause d'action raisonnable en vertu de rue 19, 24A de la CB Règles de la Cour suprême. Cette Cour a réitéré le critère à maintes reprises. Une réclamation ne sera radiée que s'il est clair et évident, en supposant que les faits sont allégués véridiques, que l'acte de procédure ne révèle aucune cause d'action raisonnable. Succession Odavji CO 12, 2003 CSC 69, 2003 3 RCS 263, par 15 1 C carré Canada INC, 1990 quand LI 90, CC, 1990 2 RCS 959, à la P 980. Une autre façon de poser le critère est que la demande n'a aucune perspective raisonnable de page 67 succès. Lorsqu'il existe une perspective raisonnable de succès, l'affaire devrait être autorisée à être jugée, voire, en règle générale, si la PPS Secure Treatment Center CBD, 2007 CSC 38, 2007 3 RCS 83, domaine Odavji, chasse, procureur général du Canada C. Inuit Tapiriza du Canada, 1980 quand LI 21, CC, 1980 2 RCS 735. 21 Aussi valable soit-elle, la motion de grève est un outil qui doit être utilisé avec prudence.
La loi n'est pas statique et immuable. Des actions jugées désespérées hier pourraient réussir demain. Avant Donoghue et Stevenson, 1932 à C 562, Tachel a introduit une obligation générale de diligence envers son voisin fondée sur la prévisibilité. Peu de gens auraient prédit qu'en l'absence d'une relation contractuelle, une entreprise d'embouteillage pourrait être tenue responsable des dommages physiques, blessures et traumatismes émotionnels résultant d'un escargot dans une bouteille de bière au gingembre. Avant Hedley Byrne et compagnie CLR et partenaires, LTD 1963-2 Holveir 575, HL, une action en responsabilité délictuelle pour inexactitude par négligence aurait été considérée comme étant infructueuse. L'histoire de notre droit révèle que souvent de nouveaux développements dans le droit font surface sur les requêtes en radiation ou sur des requêtes préliminaires similaires, comme celle en cause dans Donoghue et Stevenson. Par conséquent, sur une requête en radiation, il n'est pas déterminant que la loi n'ait pas encore reconnu la revendication particulière. Le tribunal doit plutôt se demander si, à supposer que les faits allégués soient véridiques, il existe une perspective raisonnable de succès de la demande. L'approche doit être généreuse et pécher par excuse de permettre à une allégation nouvelle mais défendable de passer en jugement. 25. La question de savoir si la requête doit être rejetée en raison de la possibilité de preuves inconnues apparaissant à une date ultérieure est la question de la spéculation. Le juge, sur requête en radiation, demande si la demande a une chance raisonnable de succès. Dans le monde de la spéculation abstraite, il y a une chance mathématique qu'un certain nombre de choses se produisent. Ce n'est pas ce que le critère d'une requête en radiation cherche à déterminer. Il fonctionne plutôt sur l'hypothèse que la demande passera par le système judiciaire de la manière habituelle, dans un système accusatoire où les juges sont tenus d'appliquer la loi telle qu'elle est énoncée et telle qu'elle peut découler des lois et des précédents. La question est de savoir si, considérée dans le contexte de la page 70 loi et de la procédure contentieuse, la demande n'a aucune chance raisonnable de succès. 43. Ce sont les principes à appliquer dans cette requête. Les différentes revendications ont-elles une chance d'aboutir? Aucune cause d'action raisonnable. 44. Le délit de faute dans la fonction publique a-t-il été établi dans la demande? Le méfait allégué est que les défendeurs ont abdiqué leur responsabilité d'appliquer la législation. En l'espèce, Comé cherche, sous les auspices de la présente instance, à forcer la couronne à appliquer les lois du Canada qui, selon elle, ne sont pas respectées. 45. Comme la Cour d'appel fédérale l'a souligné dans St. John Sport Authority 28, chaque élément essentiel du délit doit être clairement plaidé. Les généralisations vagues sont insuffisantes. La réclamation doit être précisée. 46. Dans ce cas, la réclamation se lit parfois comme un texte économique postulant des arguments pour expliquer pourquoi la politique monétaire et financière du Canada est dictée par des banques étrangères privées et des intérêts financiers tels que le Fonds monétaire international, la Banque des règlements internationaux et le Financial Conseil de stabilité. Toutes ces institutions sont basées à l'extérieur du Canada. 47. On fait valoir que la revendication plaide suffisamment cette cause d'action. À titre d'exemple de cette cause d'action, la réclamation indique, entre autres, petit carré noir, les demandeurs affirment, et le fait est que des politiques telles que les taux d'intérêt et d'autres politiques établies par la Banque du Canada sont établies en consultation, et parfois, mais surtout sous la direction du Financial Stability Board, FSB, créé après le sommet de Londres, G20 en avril 2009-2009.